La mort prématurée et choquante de la légende des arts martiaux, Bruce Lee, à l'âge de 32 ans, a longtemps été entouré de mystères. Pendant des décennies, Chuck Norris, son ami proche et partenaire en arts martiaux, est resté silencieux sur les circonstances entourant cette tragédie. Aujourd'hui, Norris rompt son silence avec des révélations saisissantes qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir. La mort de Lee a-t-elle été un tragique accident ou un secret plus sombre se cache-t-il derrière cela? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les révélations de Chuck Norris, découvrant la vérité surprenante derrière les derniers moments de Bruce Lee. Amitié improbable. À la fin des années 1960, deux étoiles montantes dans le monde des arts martiaux, Bruce Lee et Chuck Norris, se sont rencontrés à un moment crucial de leur carrière. Lee, qui s'était déjà fait un nom avec ses films de Hong Kong, The Big Boss et Fist of Fury, était désireux d'élargir ses horizons. Norris, quant à lui, était un champion du monde de karaté, ayant remporté de nombreux tournois et titres aux États-Unis et au-delà. Leur première rencontre a eu lieu lors du championnat ouvert de karaté All-American en 1967, qui s'est tenu au Grand Madison Square Garden à New York. Norris est sorti victorieux de la compétition, montrant ses compétences et sa technique exceptionnelle. Mais c'est la démonstration éblouissante des arts martiaux de Lee qui a attiré l'attention de Norris. Impressionnés par les compétences de l'autre, les deux artistes martiaux se sont retrouvés derrière la scène après l'événement, engageant une discussion animée sur les styles de combat et les philosophies. Au fur et à mesure qu'ils approfondissaient leur conversation, Lee et Norris ont découvert une passion commune pour l'art du combat. Ils ont reconnu en l'autre un esprit semblable, quelqu'un qui comprenait la dévotion et la discipline nécessaires pour exceller dans leur domaine choisi. C'est alors qu'ils ont pris une décision qui changerait le cours de leur vie et du monde des arts martiaux pour toujours. Ils s'entraîneraient ensemble dans le jardin de Lee. Connu pour son ouverture à apprendre des autres, il a vu une opportunité d'élargir son répertoire. Norris, avec son expérience des coups de pied hauts, a convaincu Lee d'explorer des techniques qui atteindraient au-dessus de la taille. Avant leur séance d'entraînement, Lee croyait qu'un artiste martial ne devrait jamais frapper plus haut que la taille. Cependant, Norris a démontré l'importance de la polyvalence, montrant à Lee comment la tête non protégée d'un adversaire pouvait être une cible principale. Reconnaissant la sagesse dans l'approche de Norris, Lee a adopté cette nouvelle perspective et l'a intégrée à son propre style. Alors qu'ils s'entraînaient ensemble dans le jardin de Lee, situé au cœur de Los Angeles, une transformation incroyable s'est produite. Lee, déjà célèbre pour sa vitesse et sa puissance, a commencé à perfectionner ses coups de pied haut sous la direction de Norris. Norris, mesurant un impressionnant 1,78 mètres et pesant environ 72 kg, était émerveillé par la capacité de Lee à générer une force incroyable depuis son corps compact de 1,70 m et 63 kg. En seulement 6 mois d'entraînement, les coups de pied haut de Lee avaient atteint un niveau de maîtrise rivalisant avec celui de Norris. Mais l'échange de connaissances n'était pas unilatéral. Norris était captivé par l'approche innovante de Lee envers les arts martiaux, en particulier par son développement du Jeet Kune Do. Ce style révolutionnaire, qui mettait l'accent sur la praticité, la fluidité et l'expression personnelle, résonnait profondément avec Norris. Il reconnaissait Lee comme un visionnaire cherchant à se libérer des contraintes des arts martiaux traditionnels et à tracer un nouveau chemin. Jeet Kune Do, la philosophie innovante des arts martiaux de Bruce Lee. Dans le domaine des arts martiaux, peu de concepts ont captivé autant de praticiens et d'enthousiastes que le Jeet Kune Do, la création du légendaire Bruce Lee. Plus qu'un simple style de combat, le Jeet Kune Do représente une approche philosophique du combat et de la vie elle-même qui défie la sagesse conventionnelle et cherche à transcender les limitations des arts martiaux traditionnels. À sa base, le Jeet Kune Do est un art martial hybride qui puise dans plusieurs disciplines, y compris le Wing Chun, la boxe, l'escrime et même la danse. Lee, homme à la présence physique modeste, a reconnu la nécessité d'un système flexible et adaptable qui puisse s'ajuster aux forces et aux circonstances uniques d'un individu. Il croyait que les arts martiaux devaient être un moyen d'expression personnelle plutôt qu'une adhésion rigide à des formes et techniques anciennes. Deux principes centraux de la philosophie du Jeet Kune Do sont la simplicité, la directivité et la liberté. Lee cherchait à éliminer les ornements et embellissements inutiles qui caractérisent souvent les arts martiaux traditionnels en se concentrant plutôt sur des mouvements pratiques et efficaces pouvant être appliqués dans des situations réelles. Il a souligné l'importance de l'économie de mouvement, utilisant le chemin le plus court pour atteindre le maximum d'impact. Les exigences physiques du Jeet Kune Do sont considérables, nécessitant une combinaison de vitesse, de puissance et d'habileté. Lee lui-même était
connu pour ses coups extrêmement rapides, enregistrés à une vitesse étonnante de 136 km/h. Pour mettre cela en perspective, le coup moyen en karaté est d'environ 40 à 48 km/h. Les coups de pied de Lee étaient tout aussi impressionnants, certains experts estimant qu'il pouvait générer jusqu'à 800 kg de force avec un seul coup. Le chemin du dragon, la collaboration iconique de Lee et Norris. En 1972, les mondes des arts martiaux et du cinéma se sont heurtés de manière spectaculaire avec la première de Le chemin du dragon, un film qui passerait à l'histoire comme l'une des plus grandes collaborations entre deux figures légendaires, Bruce Lee et Chuck Norris. Le film écrit, réalisé et interprété par Lee lui-même montrait non seulement ses incroyables compétences en arts martiaux, mais aussi son amitié croissante et son respect mutuel. Le chemin du dragon, également connu sous le nom de Le retour du dragon aux États-Unis, raconte l'histoire de Tang Long, un jeune artiste martial de Hong Kong qui se rend à Rome pour aider son ami Chen Tinghua et son oncle Wong, qui sont menacés par un chef criminel local cherchant à s'emparer de leur restaurant. Armé de ses extraordinaires compétences en kung-fu, Tang Long affronte les gangsters et explore la ville, s'immergeant dans l'ancienne culture romaine. Avec un budget de seulement 30 000 $, une fraction de ce que coûtaient typiquement les productions hollywoodiennes. À l'époque, Lee et son équipe ont réussi à créer un chef-d'œuvre cinématographique qui allait rapporter plus de 130 millions de dollars dans le monde entier. C'était un exploit incroyable, faisant de Le Retour du Dragon le film le plus rentable à Hong Kong en 1972 et consolidant sa place comme l'un des films d'arts martiaux les plus réussis de tous les temps. Au cœur de l'attrait durable du film se trouve la scène emblématique de combat entre Lee et Norris qui se déroule dans le célèbre Colisée de Rome. La scène méticuleusement chorégraphiée par Lee lui-même est un chef-d'œuvre du cinéma d'arts martiaux montrant les styles et philosophies contrastées des deux combattants. Lee, avec ses mouvements rapides comme l'éclair et sa grâce fluide, incarne les principes de son Jeet Kune Do, tandis que Norris, avec ses puissants coups de pied et sa détermination inébranlable, représente le style plus traditionnel du Tang Soo Do. Le combat, qui a duré 10 minutes et 14 secondes, reflétait la dévotion et l'habileté des deux hommes. Lee et Norris, mesurant respectivement 1,70 m et 63 kg et 1,68 m et 82 kg, ont réalisé toutes leurs propres cascades et combattu avec un niveau d'intensité et de réalisme rarement vu à l'écran auparavant. La scène a nécessité 3 jours épuisants de tournage, les deux hommes souffrant de nombreux bleus et blessures au cours du processus. Pour Norris, le film a marqué un tournant dans sa carrière, menant à une série de films d'action à succès dans les années 1970 et 80, y compris Good Guys Wear Black et The Delta Force. Des années plus tard, Norris réfléchira à l'expérience de travailler avec Lee, le décrivant comme un phénomène et un génie, ayant eu un impact profond sur sa vie et sa carrière. La théorie choquante de Chuck Norris sur la mort de Bruce Lee. Pendant des décennies, la mort prématurée et tragique de la légende des arts martiaux Bruce Lee a été entourée de mystères et de spéculations. Mais ces dernières années, une nouvelle théorie a émergé provenant d'une source surprenante, l'ami proche de Lee, et également artiste martial Chuck Norris. Dans une révélation choquante, Norris a éclairé les circonstances qui, selon lui, ont conduit à la disparition de Lee, peignant le portrait d'un homme poussé à l'extrême par sa propre quête implacable de perfection. L'histoire commence en 1968 lorsque Lee subit une blessure dévastatrice qui allait changer le cours de sa vie. Lors d'une séance d'entraînement de routine, Lee a tenté un exercice de musculation connu sous le nom de Good Mornings, qui consiste à se pencher en avant au niveau des hanches avec une barre reposant sur les épaules. Mais quelque chose a mal tourné et Lee a ressenti une douleur aiguë dans le dos. Il avait subi une blessure grave, une hernie discale qui nécessiterait un traitement et une réhabilitation extensifs. Pour Lee, cette blessure fut un coup dévastateur. C'était un homme qui se vantait de sa dextérité physique et de sa capacité à pousser son corps à ses limites. Mais maintenant, il se retrouvait sur un lit d'hôpital, faisant face à la possibilité qu'il ne puisse peut-être jamais marcher à nouveau. C'était un destin que Lee, avec son esprit indomptable, refusait d'accepter. Contre l'avis de son médecin, Lee s'est lancé dans sa réhabilitation avec la même intensité qu'il consacrait à son entraînement en arts martiaux. Il s'est soumis à des entraînements épuisants et à des séances de physiothérapie douloureuses, surmontant la douleur dans sa quête pour retrouver sa force et sa mobilité. Et pour aider à gérer la douleur, il a commencé à prendre des médicaments, une décision qui aurait des conséquences de grande portée. Mais la réhabilitation de Lee n'était pas seulement une bataille physique, c'était aussi une bataille mentale et émotionnelle. Pour un homme qui avait construit sa vie et sa carrière autour de son corps, la blessure fut un revers dévastateur. Il est devenu irritable et de mauvaise humeur, se défoulant sur ceux qui l'entouraient, tout en luttant contre sa propre frustration et désespoir.
et il s'est de plus en plus obsédé par sa propre mortalité, s'efforçant de prouver qu'il était encore invincible. C'est pendant cette période que Norris a commencé à remarquer des changements dans le comportement de son ami. Lee, qui avait toujours été un fervent défenseur des suppléments et des pratiques de bien-être, était devenu encore plus obsédé. Il prenait des poignées d'herbes et de vitamines, y compris du ginseng et de la gelée royale, dans une tentative d'augmenter son énergie et d'accélérer sa récupération. Le régime alimentaire de Lee était également devenu extrême. Il avait toujours été un passionné de protéines, croyant qu'elles étaient essentielles pour développer des muscles et de la force, mais maintenant il consommait des quantités incroyables, mangeant parfois jusqu'à 10 œufs ou 900 grammes de viande de bœuf en un seul repas. En même temps, il buvait des gallons d'eau par jour, convaincu que cela aiderait à éliminer les toxines de son corps. Norris observait tout cela avec une inquiétude croissante, mais Lee n'était pas quelqu'un que l'on pouvait décourager. Tout a atteint un point critique le 20 juillet 1973, lorsque Lee était à Hong Kong en train de travailler sur son dernier film, Jeu de la mort. Il s'était plaint de maux de tête et de vertiges, mais les avait minimisés comme le prix à payer pour son intense régime d'entraînement. Puis, alors qu'il se reposait dans l'appartement de sa collègue Betty Ting-Pei, il s'est soudainement évanoui. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Bruce Lee, l'homme qui semblait invincible, était mort à l'âge de seulement 32 ans. La cause officielle de la mort a été enregistrée comme un œdème cérébral, un gonflement du cerveau pouvant être causé par divers facteurs, mais pour Norris, la vérité était plus compliquée que cela. Il croyait que c'était la combinaison des médicaments de Lee, de son surdosage de suppléments et de son hydratation extrême qui avait finalement été fatale. Selon Norris, le corps de Lee avait simplement été poussé trop loin et la tension l'avait finalement rattrapé. C'est une théorie qui a été accueillie avec scepticisme par certains, mais pour ceux qui connaissaient mieux Lee, elle semble juste. Ils se souviennent de lui comme d'un homme d'un incroyable élan et détermination. Un homme qui ne reculerait devant rien pour atteindre ses objectifs. Mais ils se souviennent aussi du prix qu'il a payé pour cette détermination, du coup que cela a eu sur son corps et son esprit. La théorie du coup de chaleur. Dans les décennies qui ont suivi la mort prématurée de Bruce Lee en 1973, tant les fans que les experts ont lutté avec la question de ce qui a pu causer la perte soudaine et tragique de l'un des artistes martiaux les plus emblématiques du monde. La cause officielle de la mort enregistrée comme un œdème cérébral a longtemps été l'objet de spéculations et de débats. Mais ces dernières années, une nouvelle théorie a émergé offrant une explication alternative convaincante pour le décès de Lee. Cette théorie, proposée par le biographe de Lee, Matthew Polly, dans son livre Bruce Lee Alive, suggère que la véritable cause de la mort de Lee pourrait avoir été un coup de chaleur plutôt qu'un œdème cérébral. S'appuyant sur des recherches approfondies et des entretiens avec ceux qui connaissaient le mieux Lee Polly, présente un cas convaincant pour cette explication alternative qui jette une nouvelle lumière sur les derniers jours de la légende des arts martiaux. Au cœur de la théorie de Polly se trouve le fait que Lee avait subi une opération controversée quelques années avant sa mort pour éliminer ses glandes sudoripares. Cette procédure réalisée pour des raisons esthétiques afin d'éviter que Lee ne transpire devant la caméra a eu un impact profond sur la capacité de son corps à réguler sa propre température. Sans la capacité de transpirer, Lee était à un risque beaucoup plus élevé de surchauffe, surtout dans le climat chaud et humide de Hong Kong où il vivait et travaillait à l'époque. Ce risque était aggravé par le régime d'entraînement intense de Lee, qui impliquait souvent des heures d'exercice épuisant sous la chaleur. Polly souligne un incident qui s'est produit quelques mois avant la mort de Lee, où l'artiste martial s'est évanoui pendant une séance de doublage pour le film Opération Dragon. À ce moment-là, les médecins avaient diagnostiqué un œdème cérébral, mais Polly suggère qu'il aurait en réalité pu s'agir d'un signe précoce de coup de chaleur. Le jour de sa mort, Lee était à Hong Kong en train de travailler sur son dernier projet cinématographique, Jeu de la mort. La température ce jour-là atteignait 32 degrés Celsius avec des niveaux d'humidité qui le faisaient se sentir encore plus chaud. Lee s'était plaint de maux de tête et de vertiges, mais les avait écartés comme le prix de son intense régime d'entraînement. Selon la théorie de Polly, c'est la combinaison de la chaleur, de l'absence de glandes sudoripares chez Lee et de son utilisation d'analgésiques et de tranquillisants qui a finalement été fatale. Lee avait pris un comprimé contenant de l'aspirine et du méprobamate, un tranquillisant courant avant de se coucher pour se reposer dans l'appartement de sa collègue Betty Ting-Pei. Mais au lieu d'apporter un soulagement, le médicament aurait pu masquer les symptômes du coup de chaleur, rendant difficile pour Lee de reconnaître le danger dans lequel il se trouvait.
Alors que Li était allongé sur son lit, sa température corporelle continuait d'augmenter, mettant une pression croissante sur ses organes et son cerveau. Lorsqu'il a été vu et transporté à l'hôpital, il était déjà trop tard. Malgré les meilleurs efforts des médecins, Li est tombé dans le coma et est mort peu après. La théorie de Pauli a été accueillie avec des éloges et du scepticisme de la part d'experts dans le domaine. Certains l'ont acclamée comme une nouvelle explication révolutionnaire pour la mort de Lee, une qui fournit enfin une clôture pour les fans et admirateurs qui se sont longtemps interrogés sur la véritable cause de son décès. D'autres l'ont critiqué pour son caractère spéculatif et son manque de preuves concrètes. La théorie des triades. Dans les années qui ont suivi la mort soudaine et tragique de Bruce Lee, d'innombrables théories ont émergé tentant d'expliquer les circonstances mystérieuses entourant son décès prématuré. Bien que la cause officielle de la mort ait été enregistrée comme un œdème cérébral, beaucoup ont spéculé qu'il pourrait y avoir eu des forces plus sinistres. En jeu, y compris la possibilité que Lee soit devenu la victime de manigances orchestrées par l'une des organisations criminelles les plus notoires de Hong Kong, les Triades. Les Triades, également connues sous le nom de mafia chinoise, ont une longue et riche histoire à Hong Kong et dans tout le sud-est asiatique. Connues pour leur implication dans des activités illégales telles que le trafic de drogue, la prostitution et le jeu, les Triades ont également été liées à de nombreux meurtres très médiatisés au fil des ans souvent, ciblant ceux qui menacent leur pouvoir et leur influence. Selon certaines théories, Bruce Lee aurait pu être l'une de ces cibles. En tant qu'étoile montante dans le monde des arts martiaux et du divertissement, Lee était devenu une icône culturelle et un symbole de fierté et d'identité chinoise. Ces films, qui abordaient souvent des thèmes de rébellion contre l'oppression et la corruption, avaient résonné auprès de publics du monde entier, et sa popularité croissante et son influence en avaient fait une force avec laquelle il fallait compter à Hong Kong et au-delà. Mais le succès de Lee l'avait également rendu cible pour ceux qui le voyaient comme une menace pour leur propre pouvoir et contrôle. Certains ont spéculé que les Triades, qui avaient depuis longtemps une influence sur l'industrie cinématographique de Hong Kong, auraient d'accord pu voir Lee comme un challenger à leur domination et auraient tenté de l'éliminer pour maintenir leur contrôle sur l'industrie. D'autres ont suggéré que Lee avait pu avoir des problèmes avec les Triades de manière plus personnelle. En tant que critique vocale de la corruption et de l'injustice, Lee n'avait jamais été du genre à se taire, même si cela signifiait se faire des ennemis dans les hautes sphères. Certains ont spéculé qu'il avait pu offenser ou irriter des membres des Triades avec ses opinions franches ou son refus de céder à leurs demandes. Il y a aussi la question de la supposée réticence de Lee à payer des pots de vin aux Triades, une pratique courante parmi les entreprises et les individus à Hong Kong à l'époque. En tant qu'acteur et producteur à succès, Lee aurait été une cible de choix pour l'extorsion de la part des Triades, et son refus de se plier à leurs exigences aurait pu faire de lui un homme désigné à leurs yeux. Mais peut-être la théorie la plus troublante concernant la mort de Lee et les Triades implique l'utilisation d'une technique mystérieuse et mortelle d'arts martiaux connue sous le nom de Dim Mak ou le toucher de la mort. Selon la légende, le Dim Mak est un coup visant des points de pression spécifiques dans le corps, provoquant des dommages létaux mais retardés aux organes internes et au système. Certains ont spéculé que les Triades auraient pu employer un maître de cette technique pour abattre Lee, soit comme un avertissement à d'autres qui pourraient défier leur pouvoir, soit comme une manière d'éliminer une menace à leurs intérêts. Malgré les nombreux bruits et accusations qui ont circulé sur cette affaire au fil des ans, personne n'a été accusé ou condamné en rapport avec le décès de Lee, et les véritables circonstances entourant sa mort pourraient ne jamais être complètement connues. La malédiction de la famille Lille, un héritage troublant de tragédie et de superstition. Les morts soudaines et tragiques de Bruce Lee et de son fils Brandon, tous deux au sommet de leur carrière et tous deux dans des circonstances mystérieuses, ont longtemps été l'objet de spéculations et de rumeurs parmi les fans et admirateurs de la famille emblématique des arts martiaux. Mais pour certains, la véritable explication de ces pertes prématurées ne se trouve pas dans le domaine physique, mais dans le spirituel sous la forme d'une ancienne et puissante malédiction qui, dit-on, a poursuivi la famille Lee pendant des générations. Les origines de la malédiction de la famille Lee sont enveloppées de mystères et de légendes, certains traçant ses racines jusqu'à la dynastie Tang dans la Chine ancienne il y a plus de 1000 ans. Selon une version de l'histoire, un puissant seigneur de la guerre nommé Li Kaiyang a eu un désaccord avec l'empereur et a été contraint de fuir pour sauver sa vie, emmenant sa famille avec lui. Dans sa hâte de s'échapper, il aurait irrité un puissant sorcier qui a lancé une malédiction sur la famille, promettant qu'aucun descendant masculin ne vivrait au-delà de 18 ans.
Une autre version de la légende soutient que la malédiction est même apparue plus tôt durant la dynastie Song, lorsqu'un magistrat corrompu nommé Lee Shim-yong a été exécuté pour ses crimes. Avant sa mort, on dit que Lee a maudit sa propre famille, les condamnant à subir le même destin que lui mourir jeune, et ne pas laisser d'héritier mâle pour continuer le nom de la famille. Quelles que soient ses origines, l'idée d'une malédiction familiale a longtemps fait partie du folklore et de la superstition chinoise, en particulier parmi les riches et puissants. Dans une culture où l'on révère les ancêtres et où le lignage familial est tout l'idée d'une malédiction capable d'anéantir toute une lignée, était une perspective terrifiante capable d'infliger la peur même aux clans les plus puissants. Pour la famille Li, la malédiction semblait se manifester à travers une série de morts tragiques et prématurées s'étendant sur plusieurs générations. Selon certains récits, à la fois le grand-père et l'arrière-grand-père de Bruce Lee sont morts jeunes, tout comme son père qui est décédé alors que Bruce n'était qu'un enfant. On disait que Bruce lui-même était né l'année du dragon et à l'heure du dragon, un moment très auspicieux qui le marquait comme une figure puissante et potentiellement dangereuse. À mesure que Bruce grandissait et commençait à se faire un nom dans le monde des arts martiaux et du divertissement, les rumeurs sur la malédiction familiale ont recommencé à circuler. On chuchotait que Bruce tentait le destin en poursuivant une carrière sous les projecteurs et que son succès et sa renommée ne feraient la rendre qu'attiser la colère des esprits qui avaient normalement tourmenté sa famille pendant si longtemps. Lorsque Bruce est mort, beaucoup ont soudainement vu cela comme une confirmation du pouvoir de la malédiction. La cause officielle de la mort a été enregistrée comme un œdème cérébral, mais pour ceux qui croyaient en la malédiction, il n'y avait aucun doute que Bruce avait été victime des mêmes forces obscures qui avaient réclamé ses ancêtres. La mort tragique de Brandon Lee, une seconde génération frappée par le malheur. L'héritage de Bruce Lee, le légendaire artiste martial et d'icône culturelle, semblait destiné à se poursuivre à travers son fils Brandon, qui partageait la passion de son père pour les arts et suivait ses traces. Brandon a grandi dans l'ombre de la renommée de son père, mais a émergé comme un acteur talentueux et un artiste martial à part entière. Sous la direction de l'ami et collaborateur de son père, Chuck Norris Brandon a perfectionné ses compétences en arts martiaux et en jeu d'acteur. Norris, qui avait été témoin de l'incroyable potentiel de la famille Lee, a pris Brandon sous son aile, lui offrant le soutien et le mentorat dont il avait besoin pour faire face aux défis d'Hollywood. Mais malgré sa carrière prometteuse et le soutien de sa famille et de ses amis, la vie de Brandon a été tragiquement interrompue. Le 31 mars 1993, alors qu'il filmait une scène pour le film Le Corbeau, Brandon a été accidentellement touché par une arme à feu factice qui avait été chargée à tort avec des munitions réelles. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais est mort peu après à l'âge de seulement 28 ans. Le choc et la douleur qui ont suivi la mort de Brandon ont été exacerbés par les inquiétantes similitudes avec le décès prématuré de son père. Tout comme Bruce Brandon était mort jeune à l'apogée de sa carrière et dans des circonstances mystérieuses qui semblaient défier toute explication. Pour ceux qui croyaient à la malédiction de la famille Lee, la mort de Brandon était une confirmation glaçante des forces obscures qui avaient poursuivi la famille pendant des générations. Les théories abondent sur la véritable cause de la mort de Brandon, certains pointant du doigt la malédiction comme responsable, tandis que d'autres évoquent la négligence de l'équipe de tournage ou même un complot. Mais quelle qu'en soit la cause, le fait demeure qu'un autre membre de la famille Lee avait été arraché trop tôt, laissant un héritage de potentiel inachevé et une famille frappée par la tragédie à 2 reprises. Au-delà des arts martiaux, les quêtes philosophiques et artistiques de Bruce Lee. Bien que Bruce Lee soit mieux connu pour ses incroyables compétences en arts martiaux et son travail novateur au cinéma, ses intérêts et ses quêtes s'étendent bien au-delà du domaine du combat physique. Lee était un penseur profondément philosophique, qui s'inspirait d'un large éventail de sources de la sagesse orientale ancienne à l'existentialisme occidental. Tout au long de sa vie, Lee s'est immergé dans l'étude de la philosophie de la psychologie et même du drame cherchant à comprendre la condition humaine et la nature de la réalité elle-même. C'était un lecteur avide avec une bibliothèque vaste comprenant des œuvres de penseurs comme Alan Watts, Carl Jung et Friedrich Nietzsche. La philosophie des arts martiaux de Lee, qui mettait l'accent sur la flexibilité, l'adaptabilité et l'auto-expression, était profondément influencée par sa perspective philosophique plus large. Il voyait les arts martiaux non seulement comme un moyen d'autodéfense, mais comme un mode de vie, un chemin vers la découverte de soi et la libération personnelle. Cette philosophie s'étendait au-delà des arts martiaux et englobait tous les aspects de la vie de Lee. Il croyait fermement au pouvoir de l'individu pour façonner son propre destin et encourager ses étudiants et ses adeptes à remettre en question
l'autorité à défier les conventions et à suivre leur propre voie dans la vie. Mais les activités artistiques de Lee ne se limitaient pas aux arts martiaux et à la philosophie. Il était également un poète talentueux qui utilisait son écriture pour explorer ses propres émotions et expériences. Ses poèmes, souvent profondément personnels et introspectifs, offrent un aperçu de l'univers intérieur d'un homme qui cherchait constamment à se comprendre et à trouver sa place dans l'univers. Et bien que le mystère entourant sa vie et sa mort puisse ne jamais être complètement résolu, une chose est certaine. L'héritage de Bruce Lee en tant qu'icône culturelle, philosophe et artiste perdurera pour des générations. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour le prochain épisode.